Des grands titres, des grands postes, mais concrètement, c'est quoi? Je suis Inès Hiraki et on se retrouve dans From Wall Street to Main Street, un podcast qui met des mots simples sur des métiers à l'apparence compliquée du monde des affaires. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de From Wall Street to Main Street. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Marc Tassé, qui est assez difficile à résumer à un titre ou à une ligne de service en particulier, tellement sa carrière est riche et diversifiée. Mais si on pouvait résumer tout ça, on dirait que Marc Tassé est aujourd'hui fondateur et CEO de sa propre société de conseil stratégique aux entreprises. Il est aussi directeur des programmes MBA à l'Université d'Ottawa et enfin enseignant en jury comptabilité. C'est ça, à peu C'est près? bien ça, Oui? effectivement, oui. Parfait. Mais comment ça va aujourd'hui, Marc? Ça va très bien et merci beaucoup de me donner cette chance d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager ma passion avec vous. Mais honnêtement, c'est nous qui avons la chance d'entendre toutes ces expériences et toutes ces histoires que tu vas nous raconter. Au cours de cet épisode, on va naviguer divers sujets tellement Marc a différentes expertises. On aura l'occasion d'apprendre déjà sur son parcours qui est très riche et qui va dans différents endroits, que ça soit géographiquement ou en termes de profession également. Puis on aura également l'occasion de pencher un peu plus sur des concepts clés dans lesquels tu es expert aujourd'hui et dans lesquels tu as discuté dans plus de 700 conférences à travers le monde et événements. Et puis enfin, on aura une petite section conseils où tu vas donner tes petits conseils pour la génération à venir. C'est ça? Oui, c'est bien ça, Oui? parfait. Parfait. Bah écoute, juste une petite question un petit peu pour casser la glace. C'est quoi le métier que tu voulais faire quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, je voulais être comptable. Ah ouais, Aussi déjà? bizarre que ça peut être, oui, j'aimais beaucoup les chiffres. J'avais la chance, dans mon entourage, de connaître des gens qui étaient comptables et je trouvais que c'était passionnant le travail qu'ils faisaient. Je trouvais que ça apportait aussi quelque chose de positif dans la vie des gens. Ça les aidait à comprendre des choses, puis aussi de prendre de meilleures décisions. Donc, oui, dès l'âge, je vous dirais, de 15-16 ans, je voulais devenir comptable. Eh ben, mais c'est pas quelque chose que tous les petits enfants ou tous les jeunes pensent, mais c'est très bien d'avoir pensé ça dès le début. Puis là, j'aimerais vraiment te laisser la carte libre pour nous parler de tout ton parcours. Donc, en passant de tes 10 années à Deloitte, tu as enseigné en Chine également, tu as été professeur à Harvard, jusqu'à aujourd'hui notre rencontre. Je veux savoir toutes les étapes par lesquelles tu es passé. OK. Donc, ben, j'ai commencé à l'université. J'ai fait un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en comptabilité. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes, dont une personne qui a joué un rôle assez important dans le début de ma carrière. Lui, c'était un policier qui venait ici à l'université pour terminer ses études. Donc, moi, j'ai terminé mes études. J'ai été passer mon examen de comptabilité, mon examen d'association professionnelle, si vous voulez. Je suis devenu un comptable agréé à ce moment-là. Je travaillais pour le cabinet Deloitte. J'ai travaillé pour ce cabinet-là pendant 10 ans. Mais à un certain moment de mon parcours, j'ai été approché par les corps policiers, donc la Gendarmerie royale du Canada, pour travailler avec eux sur des enquêtes de jury comptabilité et plus spécifiquement tout le côté blanchiment d'argent. Donc, j'ai eu la chance de travailler pendant quelques années sur des mandats comme ça. Par la suite, j'ai témoigné en cours à titre d'expert témoin et par la suite, j'ai eu la chance d'aller voyager à l'étranger parce que ça s'imposait un petit peu que je me fasse oublier ici au Canada. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans pour l'ASECNA qui s'occupait du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Et par la suite, j'ai enseigné pendant une année en Chine, à l'université de Xi'an, qui était une université que j'ai eu beaucoup de plaisir pendant un an. Et après, je suis revenu et là, j'ai terminé mon stage en cabinet. C'était plus vraiment un stage, mais j'ai terminé mon travail en cabinet comptable. J'ai eu la chance de commencer dans l'enseignement. Donc, j'ai fait différentes universités. Comme vous disiez un petit peu aussi, j'ai eu la chance d'aller enseigner à quelques occasions à l'Université Harvard, qui était bien, qui m'a fait comprendre un peu l'enseignement au Canada versus l'enseignement aux États-Unis. J'ai vu des étudiants qui étaient tout à fait différents, des étudiants américains versus les étudiants canadiens. Je trouvais qu'il y avait des pour et des moins aussi dans les deux approches. C'est Mais quoi les différences majeures entre... ce que je dirais, c'est que je prends exemple, ici au Canada, les jeunes étudiants viennent, sont acceptés à l'université, veulent graduer et par la suite veulent se trouver un emploi. Aux États-Unis, Harvard, les étudiants, le plus gros défi, c'est d'être admis à Harvard. Après ça, ils savent qu'ils vont graduer, puis ils savent qu'ils vont avoir un emploi. Donc, il y a beaucoup moins de stress. Je dirais que les étudiants à l'Université Harvard étaient plus des étudiants qui aimaient philosopher, aimaient voir comme tel l'impact de plusieurs décisions, alors que des fois, au Canada, on voit plus un peu sur, bien, c'est quoi l'essentiel et qu'est-ce que je devrais connaître dans le but d'être capable de bien
performer sur le marché du travail. Donc, c'est une approche un petit peu différente, mais les deux approches étaient bonnes aussi. Sauf que donc j'ai vu, et ça m'a permis d'apprendre. Et par la suite, j'ai continué au Canada ici. Et à vrai dire, à Harvard, ce qui arrivait, c'est quand il y a eu la pandémie, à ce moment-là, je ne pouvais plus voyager, aller à Boston. Donc, j'ai terminé mes formations en ligne avec eux. Et par la suite, je suis revenu ici à Ottawa et j'ai terminé ma carrière des dernières années ici à l'Université d'Ottawa à titre de directeur du programme du MBA. Donc, j'ai commencé comme étudiant en 86 et en 2025, je suis encore à l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon bac ici, j'ai fait ma maîtrise ici, donc j'ai tout. Donc tu as toujours le Ouais. mindset un peu Oui, étudiant. oui, Ok, oui, effectivement. super. Ben, j'aimerais revenir un peu sur ton expérience. Tu es resté plus de 10 ans à Deloitte. J'aimerais savoir, c'est quoi une expérience qui t'a marqué, quelque chose où tu as vraiment appris quelque chose au cours de ces 10 années dans une grande firme comme celle-ci. Moi, ce que j'ai appris, c'est que souvent, les clients avaient une perception d'un comptable qui était différente de ce que c'était vraiment un comptable. Pour eux, un comptable, c'était quelqu'un qui était bon dans les chiffres et aussi un excellent conseiller en affaires. Et à ce moment-là, moi, je réalisais que souvent les comptables étaient très bons dans les chiffres, mais pour donner des conseils d'affaires, pour nous, c'était un petit peu plus dur. On avait la théorie et les concepts qu'on avait appris dans les universités, mais de le mettre sur le marché du travail, pour nous, c'était un peu plus difficile. Donc, et moi, c'est ce qui m'avait motivé de venir faire mon MBA en disant, oui, j'ai un titre professionnel comptable, mais je me rends compte que les questions qui me sont demandées sont des questions d'affaires, donc je venais faire une maîtrise en administration des affaires. Et pour moi, l'avantage de la maîtrise, c'est que ça me permettait d'interagir avec des gens qui avaient des formations autres que la mienne, et je devais faire en sorte de bien communiquer avec eux pour bien transmettre mon message. Et une fois que j'étais capable de bien communiquer avec mes collègues au MBA, je me suis rendu compte que dans le marché du travail, ça allait de soi. Je communiquais mieux que mes clients. Mes clients comprenaient ce que je leur disais et moi, je comprenais ce qu'ils me demandaient. Donc, pour moi, c'était que du positif. Ok, parfait. J'aimerais savoir, ben, du coup, vous avez travaillé dans une entreprise très renommée comme Deloitte et vous avez une sorte de stabilité en termes de carrière, en termes de financièrement. C'était une stabilité un petit peu assurée. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer le cap et donc à aller dans cette voie de l'entrepreneuriat pour former votre propre cabinet de conseil? Euh, Moi, c'était un peu la liberté. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup travailler. J'aime encore travailler beaucoup à mon rythme et selon mes attentes à moi. Et je me rendais compte que des fois, j'étais très exigeant vers moi et ça pouvait faire en sorte qu'en milieu de travail, ça pouvait donner difficile, des fois, pour des collègues, de toujours avoir Suivre la la même éthique de cadence. travail que moi. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit, bien, en cabinet, c'est très structuré, il y a plusieurs personnes qui se rapportent à toi aussi. Donc, à ce moment-là, je trouvais que c'était un petit peu, peut-être un peu plus exigeant pour moi. Donc, quand j'allais à moi-même rencontrer des clients, offrir mes services, je pouvais contrôler de A à Z tout ce que j'avais à faire. Ok. Puis je sais que vous avez de nombreuses certifications, donc on en compte MBA, FCPA, FCA et FCG sont toutes les certifications que vous détenez à date. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à les poursuivre, qu'est-ce qu'elles vous apportent et comment elles ont changé votre carrière. Bien, pour moi, je crois que souvent, une fois qu'on gradue, on se rend compte que oui, on a passé une étape, mais on ne sait jamais tout. Et surtout qu'on vit dans un monde qui est en constante évolution. Et moi, plus j'avançais dans ma carrière, plus je me développais des passions. Et plus j'avais des passions, plus que je disais, bien, j'aimerais vivre de ma passion. La meilleure façon de vivre sa passion, des fois, c'est d'aller chercher certaines certifications qui vont nous permettre. J'avais lu quelque chose qui disait, c'est la règle des 3 C. Euh, le premier C, c'était il fallait que tu aies les certifications nécessaires. Deuxièmement, il fallait que tu aies la crédibilité. Et troisièmement, il fallait que tu aies la capacité. Donc, je me disais, je vais aller chercher toutes les certifications requises. Je vais m'arranger pour avoir beaucoup de crédibilité en offrant un service vraiment ce que sont les attentes du client. Et la capacité, bien, je vais mettre les heures nécessaires. Je ne compterai pas mes heures. Je vais mettre les heures nécessaires dans le but de pouvoir vivre de ma passion. Ok. J'aimerais revenir un peu sur votre formation initialement en comptable. Donc, vous avez une formation très quantitative avec beaucoup de chiffres, beaucoup de mathématiques. Vous avez vous-même dit, genre, vous aimiez les chiffres, c'est pour ça que vous avez suivi cette voie. Mais aujourd'hui, vous effectuez du conseil qui est très qualitatif. On retrouve beaucoup moins de mathématiques et tout. Est-ce que ce côté quantitatif vous manque? Et sinon, ou si oui, en quoi cela apporte un regard nouveau ou différent sur votre façon d'exercer votre métier aujourd'hui? Je vous dirais que ça a été de faire l'amalgame des deux, le quantitatif et le qualitatif. Très souvent, les comptables, on parle beaucoup de chiffres et on essaie de tout chiffrer parce qu'on est très cartésien.
Alors que le côté qualitatif, donc le côté communication avec les clients, je me suis rendu compte que c'est ça ce qui était très important parce qu'on peut avoir les plus beaux chiffres, mais si on ne peut pas les expliquer ou si les gens ne comprennent pas nos explications, ça devient difficile. Donc moi, je me disais, OK, mais je vais me concentrer beaucoup, beaucoup sur la communication. Et pour moi, ce qui est important, et ce que des fois beaucoup de personnes qui sont très fortes dans les chiffres ne comprennent pas, dans la communication, ce qu'on va se souvenir, 7% vont être les mots utilisés, 38% le ton et le débit de la communication et 55% le langage corporel. Donc, souvent, on me disait, les comptables sont plates. C'est plate, un comptable. Donc, je me disais, pourquoi c'est plate? En réalité, ils partagent une information très intéressante. C'était l'art de la communication. Donc, c'était dans le côté qualitatif que ça devenait un défi. Donc, moi, je crois que je suis chanceux parce que je peux avoir les deux. Donc, j'ai travaillé très fort pour développer le côté communicateur, le côté qualitatif. Donc là, maintenant, c'est facile parce que à la base, j'avais le côté quantitatif. J'étais capable d'intégrer le côté qualitatif. C'est comme le livre Narratives and Numbers de Samantha Mathurin qui parle justement du fait que pour bien gérer un business, faut pouvoir raconter une belle histoire. Oui, Mais une belle histoire sans données, c'est rien. Puis des données sans histoire, c'est rien aussi. Donc c'est vraiment le juste milieu entre ce qualitatif et ce quantitatif. d'accord avec vous. On se souvent le storytelling, mais qu'on peut fact-checker. Mhm. Donc, les gens font ça. Donc, les chiffres font en sorte qu'on peut le démontrer. Parce que n'importe qui pourrait dire des belles histoires, mais on veut toujours avoir des chiffres pour supporter. Ok, parfait. Et puis, maintenant, tu enseignes également, et puis tu es aussi conseiller pour des conseils d'administration, des PDG, des gouvernements, pour beaucoup, beaucoup d'institutions, on en compte. En quoi tu fais le lien entre l'enseignement et ta profession de conseil, et c'est quoi quelque chose que tu tiens à véhiculer pour tes élèves? Bien, moi, je pense que c'est faut réaliser que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni. Ils font face à des risques et ils sont dans le déni. Je crois que j'ai la chance, moi, de m'asseoir avec des membres de conseil d'administration, comme tu disais, avec des gens qui occupent des postes de décision et j'essaie de les sensibiliser. Je dis jamais je vais vous donner une formation, je dis plutôt je vais vous offrir une session de Sensibilisation. sensibilisation. En partant, en voulant sensibiliser quelqu'un, la personne est plus portée à écouter. Donc, elle est moins stressée en disant que j'aurais pas un test à la fin, c'est pas une formation. Donc, en partant, l'écoute est plus active. Et là, je suis capable de discuter avec les personnes et de leur faire comprendre qu'on fait face à beaucoup de risques. On aime beaucoup, des fois, être dans une situation de confort qui est une situation de déni, sauf qu'on est dans une situation qui est aussi critique et qui nous expose à des risques. Donc, quand je parle aux hauts dirigeants, je leur dis toujours, oui, vous aimeriez que ces risques-là ne vous affectent pas, mais vous êtes sujet au risque. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de l'amener à un niveau acceptable? Et c'est là qu'on débute une conversation et je les sensibilise beaucoup. Et c'est ça, je crois, qui est intéressant parce qu'avec l'art de communication, je sais quel ton utiliser, je sais quand est-ce d'utiliser mon langage corporel dans le but de toujours les tenir engagés dans la sensibilisation. Ok, parfait. Et donc, pour les étudiants qui prennent vos cours, par exemple, c'est quoi une leçon majeure que vous voulez qu'ils ressortent de la classe avec cette leçon? Ayez confiance en vous. Ne soyez pas nerveux de communiquer. Beaucoup d'étudiants, quand on fait un projet, est-ce qu'il va y avoir une partie présentation orale? Est-ce que je suis obligé d'y participer? Est-ce qu'on doit tous faire le même nombre de temps? Vous devez vous démarquer. Moi, dans ma carrière en cabinet comptable chez Deloitte, je travaillais avec une autre personne qui avait le même prénom que moi. On avait le même âge. On avait à peu près le même niveau de compétence. Lui était hyper gêné, il ne voulait jamais parler aux gens. Moi, j'étais très extroverti. J'ai eu une carrière chez Deloitte beaucoup plus, je vous dirais, plus plaisante. Je vais faire attention aux mots que je vais utiliser. Donc, une carrière beaucoup plus plaisante que lui, parce que lui, c'était tout le temps répétitif, puis il rencontrait jamais les gens. Alors que moi, j'avais la chance de faire des choses nouvelles, je rencontrais des gens, et plus je rencontrais de nouvelles personnes, plus ces gens-là s'attachaient à moi. Et quand j'ai fait la transition du cabinet comptable au privé, ça a été tellement plus facile pour moi parce que j'avais déjà développé cet art. Donc, je suis tout le temps à mes étudiants, vous êtes très connaissants. Maintenant, il faut que vous soyez capable d'avoir confiance en vous et être capable d'aller au-devant et d'interagir avec les gens. L'interaction est tellement importante parce qu'on s'en va de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de nous distinguer? Notre art de communiquer. Ok, parfait. Bon, on a bien navigué un petit peu votre parcours et les différents étapes de votre vie. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur votre métier actuel, donc le conseil stratégique pour
une variété d'entités. J'aimerais que vous me dites, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier actuellement? Moi, c'est qu'on vit dans un monde qui est en constante évolution. Il y a beaucoup de turbulences. Donc, moi, j'aime beaucoup parler de tous les risques émergents. Donc, quand je parle avec les hauts dirigeants, je leur parle de risques émergents, mais d'une approche différente. Je vais donne un exemple. Si je parlerais de l'approvisionnement, pour beaucoup de personnes, l'approvisionnement, les plus gros risques, c'est est-ce que je vais avoir des produits dans le délai requis, selon les spécifications demandées, ainsi que au prix demandé. En réalité, ce n'est pas ça les trois risques les plus émergents. C'est est-ce que les gens qui font partie de votre chaîne d'approvisionnement sont impliqués de façon directe ou indirecte dans l'esclavage moderne, dans la traite d'humains ou dans le travail forcé. Et je vous jure que c'est ça ce qui est le plus important pour des hauts dirigeants parce qu'on parle de risque réputationnel. Donc, j'ai la chance de parler avec eux du risque réputationnel et des impacts que ça peut avoir. Et d'un, moi, ça me passionne. Et de deux, j'ai l'oreille attentive des hauts dirigeants, justement parce que je leur parle des choses qui sont importantes pour eux et non pas des choses qu'ils connaissent déjà. Vous avez mentionné justement le risque de réputation. Je pense que c'est en lien avec un concept que vous avez abordé précédemment et j'aimerais que vous le définissiez, qui est failure to prevent. Est-ce que vous Oui. pouvez développer un peu ce que c'est? Oui, oui, effectivement. La plupart des hauts dirigeants qui sont membres de conseils d'administration ont un devoir, ce qu'on appelle le devoir de fiduciaire. Et dans le devoir de fiduciaire, il y a quatre éléments importants, c'est de prévenir, de détecter, d'informer et de corriger. Le premier élément, le prévenir, est très important parce qu'on a vu dans les dernières années certains membres de conseil d'administration qui ont tout simplement ignoré certaines choses ou n'ont pas posé les questions qu'ils devraient. C'est ce qu'on appelait l'aveuglement volontaire. Depuis quelques années, on s'est rendu compte à l'international que certains membres de conseil d'administration sont poursuivis pour, comme vous aviez dit, le failure to prevent. Donc, vous avez failli à votre devoir de fiduciaire, vous avez été négligent à l'exercice de vos fonctions et à cause de ça, vous n'avez pas été capable de prévenir certains événements qui se sont produits. Ok, d'accord. Puis, donc, revenons par rapport à votre métier en général. Donc, vous conseillez, comme on a dit, des conseils d'administration, des gouvernements fédéraux, des CEO, pardon, des PDG, plutôt en français. Mais vous faites ça à titre indépendant. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire à titre indépendant et non pas dans un cabinet, par exemple, de conseil? C'est parce que très souvent, justement par mesure d'indépendance, les gouvernements, certaines entreprises ne voudront pas avoir des gens qui viennent de cabinets externes. Donc, ils préfèrent avoir des gens qui sont qu'on appelle vraiment des administrateurs indépendants. Indépendants dans le sens que vous n'allez pas nous vendre des services. Si je ferais partie d'un cabinet et que je voudrais comme tel siéger sur leur conseil, on dirait oui, mais vous êtes peut-être déjà nos auditeurs, vous êtes peut-être déjà des gens qui nous fournissent des services conseils, vous n'êtes pas vraiment indépendant. Donc, Mhm, je gardais mon niveau d'indépendance. Étant un universitaire, ça me ramenait aussi un niveau d'indépendance additionnel parce que on me voyait comme quelqu'un qui est neutre. Les universités, habituellement, c'est un endroit neutre où on peut faire des recherches, où est-ce qu'on peut transmettre des connaissances sans nécessairement avoir des partis pris. Donc, ce niveau d'indépendance, moi, m'aidait beaucoup. Quand j'étais en cabinet, on offrait du cabinet, comme on appelait des services conseils, mais à chaque fois, on l'offrait à nos clients ou à des gens qu'on voulait qui deviennent nos clients. mhm, Donc, il y avait cette notion de transparence et d'indépendance qui, des fois, peut être remise en cause. Alors que quand tu sièges sur des conseils d'administration à titre de membre indépendant, et de toute façon, c'est un des critères pour des sociétés d'État, des sociétés de la couronne, des gouvernements, on va demander comme tel que vous soyez indépendant. Donc, vous ne pouvez pas, vous pouvez être un retraité d'un cabinet, mais absolument, on demande que vous ne soyez plus actif au sein du cabinet. ok. Et puis, c'est quoi qui différencie vos services à vous, donc d'un cabinet indépendant, d'un cabinet de conseil lambda? Ben, ce que je vous dirais, c'est que pour moi, mon travail, c'est de siéger sur le conseil et d'offrir un rôle de supervision, ce qu'on appelle de surveillance jusqu'à un certain point, et être aviseur. Mais je ne vends pas de services par après. Je ne les accompagne pas dans la mise en place de certaines recommandations. Moi, ça s'arrête là. Donc, je reste dans la gouvernance, je ne m'implique pas dans la gestion. Alors qu'habituellement, si je serais en cabinet externe, je voudrais vendre des services à la gestion et non pas à la gouvernance. Ok, ouais, ça c'est une grande différence.
Et puis dans votre parcours, vous avez conseillé au national, puis surtout à l'international également. C'est quoi les différences majeures que vous avez observées dans dans la façon dont sont gouvernées les entreprises entre les différents pays? Ce que j'ai remarqué, c'est dès qu'on regarde, disons, des organismes internationaux ou qu'on regarde dans différents pays aussi, premièrement, la notion d'éthique, elle est différente. Des fois, on peut se demander est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est temporel, est-ce que c'est universel. La notion d'éthique est totalement différente. Ça dépend des règles de conduite, ça dépend des règles de moralité qu'il peut y avoir en différents pays, en différentes cultures. Et j'ai remarqué aussi que très souvent, à l'international, dans les grosses organisations, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est géré par des économistes. Et les gens qui sont économistes ont une façon bien à eux de voir des problématiques. Pour eux, une problématique va nécessiter une attention particulière si elle a un impact macroéconomique. Donc, c'est sur l'ensemble des gens et non pas juste sur certaines personnes. Et des fois, ceci peut être très positif, comme des fois, ça peut être très négatif. Au niveau de la corruption, on disait toujours oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui est répandu? Si c'est isolé, ça peut-être donne moins grande urgence, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, il faut apprendre à comment bien comprendre la façon de penser des économistes et à comment gérer avec les économistes. Et ici au Canada, justement, on a un nouveau premier ministre qui a une formation d'économiste. Donc, les gens vont voir un peu de quelle façon qu'un économiste pense versus quelqu'un qui n'a pas une formation en économie. Vous êtes également reconnu mondialement pour votre expertise en inconduite corporative, en gestion de risque et puis en leadership éthique. On va s'attarder sur ces sujets un à un. J'aimerais d'abord commencer par l'inconduite corporative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Oui, l'inconduite corporative, très souvent, elle peut soit toucher du côté financier ou du côté non financier. Si c'est financier, ça peut être des malversations financières. On peut passer de la fraude, on peut penser à de la corruption. Donc, on parle d'éléments qui sont un crime. Donc, ce sont des infractions criminelles, mais qui se rattachent au côté financier. Donc, ça, c'est vraiment l'inconduite financière. L'inconduite corporative, ça pourrait être d'avoir un climat de travail malsain, de ne pas respecter des codes d'éthique, de ne pas respecter des règles et des lois en termes de sécurité au travail. Donc, c'est vraiment tout le côté éthique qui est un peu différent du côté financier. Ça n'implique pas toujours de l'argent, mais ça implique des conséquences énormes sur les gens qui sont affectés par les décisions qui vont être prises. On a déjà pensé à les règles de l'environnement. Bien, on pourrait dire oui, nous avons les meilleures règles en termes de protection de l'environnement, mais c'est faux. Donc, on fait de l'éco-blanchiment. On dit des choses qui sont fausses. On donne des impressions qui sont fausses. Beaucoup d'entreprises aiment parler du ESG, la diversité, l'inclusivité. Tout le monde aime ça. Et moi aussi, je trouve ça bien. Mais quand on écoute, des fois, on entend sur les médias sociaux tout le washing, le greenwashing. On entend aussi à ce temps de plus en plus le rainbow washing. Le rainbow washing va en disant, bien, OK, le mois de juin est le mois comme tel de la fierté. Bien, à ce moment-là, est-ce que dans le fond, l'entreprise supporte la fierté juste dans le mois de juin ou elle le supporte dans les 11 autres mois de l'année? Donc, si on fait tout un événement juste pour un mois, puis après ça, on n'en parle plus et ça ne vit plus au sein de l'organisation, là, à ce moment-là, on peut parler de rainbow washing. Donc, pour les gens, à ce temps, les gens d'entreprise, c'est de plus en plus exigeant en termes de dire faites attention, parce que si vous dites que vous faites des choses et que vous ne le faites pas, vous allez être exposé à des risques réputationnels sur les médias sociaux. Ok. Et puis, c'est quoi qui vous a amené vers cette voie-là? Donc, quelle a été votre première interaction avec l'inconduite corporative et comment ou pourquoi vous vous êtes dit, j'aimerais bien poursuivre et approfondir sur cette voie? C'est parce que quand j'étais en cabinet comptable, j'ai travaillé beaucoup justement sur des causes d'inconduite. Je voyais deux choses. Je voyais la victime et je voyais la personne qui a commis le geste. La victime était tout le temps quelqu'un qui, malheureusement, ne connaissait pas très bien tous les éléments en cause. Des fois, on lui présentait des choses avec une terminologie qu'elle ne comprenait pas bien. Elle se faisait berner. Alors que le fraudeur ou l'arnaqueur, lui, connaissait très bien les règles et avait une très belle apparence dans la société. C'est quelqu'un qui se présentait bien, c'est quelqu'un que on disait, ben, c'est quelqu'un d'honorable, alors qu'en réalité, c'est un fraudeur. Donc moi, j'avais de la misère un petit peu avec ça et je m'étais dit, j'aimerais pouvoir exposer les gens qui prennent avantage de d'autres personnes
mais que quand on regarde leur image publique, ça ne paraît pas. Donc, c'est de là que j'ai eu cet intérêt pour essayer de comprendre vraiment de quelle façon est-ce qu'on pourrait protéger les victimes. Parce qu'en ce moment, les victimes ne sont peut-être pas au même niveau, je vous dirais, de compréhension que les arnaqueurs. Mhm. Donc, il faut trouver une façon. Non, mais c'est une très belle, c'est une très belle approche. Merci. Pardon, je m'excuse. Revenons alors sur vos expertises. Vous êtes aussi expert en gestion de crise. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous définissez une crise? Oui, une crise, habituellement, c'est lorsqu'un événement se produit, un événement qu'on n'était pas préparé à au dénouement et que là, ça vient que c'est hors de notre contrôle. Une crise, c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle. Je vais vous donner un exemple, soit dans les entreprises corporatives, il peut y avoir des risques réputationnels. Donc, il y a une allégation qui est faite, une allégation de comportement non éthique. Cette allégation-là peut être soit signalée à l'entreprise ou tout simplement partagée sur les médias sociaux. Si elle est partagée sur les médias sociaux, en dedans de 48 heures, vous allez être cité à procès virtuel, si vous voulez, et on vous recevoir une condamnation. Et Et le prix de l'action va chuter. exactement, et ça prend environ 80 semaines pour que votre réputation revienne à ce qu'elle était avant les allégations. Je ne parle même pas d'une condamnation, je parle d'une allégation. 80 semaines, pour certaines personnes, c'est une année et demie. Pour d'autres, c'est 560 nuits que tu te couches le soir et que tu as très peur à savoir ce qui t'attend le lendemain. Donc, au niveau corporatif, il faut On faire voit votre très côté attention. comptable qui Oui, ressort. le comptable qui revient, je fais les multiplications. Mais je vous dirais, le risque réputationnel, c'est souvent ça, c'est qu'on n'est pas prêt à ça et on ne sait pas de quelle façon ça peut être interprété, parce que souvent, un risque réputationnel provient d'une perception, une perception qui se transforme en allégation, et là, par la suite, ça peut prendre Toute des forme. ampleurs Ouais, inconnues. c'est vrai. Puis est-ce que vous avez, assisté, à est-ce que vous avez suivi de proche une crise majeure et reconnue et quelles leçons vous en avez tirées? Peut-être que vous avez conseillé quelqu'un qui faisait partie de Ouais. la crise, ou peut-être que vous avez juste suivi ça de proche, mais Bien, écoutez, par mesure de respect et de confidentialité pour les clients, je ne prendrai pas des crises que moi j'ai vues personnellement. J'ai plutôt parlé des crises qui ont été rendues publiques, comme tout Mmh. le monde pourrait connaître un peu, et des fois un peu beaucoup, des fois un petit peu moins. Euh, je donne un exemple avec l'intelligence artificielle en plus, qui, est- qui était assez lourd d'impact. Donc, la compagnie Walmart, tout le monde connaît Walmart. Walmart, à chaque année, fait tout le temps une petite compétition avec ses fournisseurs dans le temps de Noël. La personne qui va arriver avec le gilet qui va le plus faire rire, donc le plus quétaine, qui disait jusqu'à un certain point. Donc, c'est un gilet qu'il faut qu'il soit drôle. Et donc, ce qu'ils ont dit en 2019, ils ont dit on va utiliser l'intelligence artificielle. Mais il y a deux règles importantes. Il ne faut pas que les mots puissent offenser les gens. Il ne faut pas que les images puissent offenser non plus. Donc, pour eux, ça allait bien. Et si ça passait ces deux critères, ils les mettaient sur leur plateforme et les gens pouvaient voter. Il y a un fournisseur qui a envoyé un gilet avec une photo dessus et on voyait un bonhomme de neige qui était assis derrière une table. Il y avait de la neige qui tombait. Il y avait de la neige sur la table. Et en bas, c'était écrit Let it snow. Donc, l'intelligence artificielle, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Elle a fait l'intelligence artificielle. Elle a regardé, elle a dit est-ce que les images pourraient offenser? Un bonhomme de neige, de la neige qui tombe, c'est le temps de Noël. Puis, donc, c'est pas offensant. Puis, Let It Snow, bien, c'est aussi le nom d'une chanson très populaire dans le temps de Noël. Donc, ils l'ont mis sur leur plateforme. Ils l'ont rendu public. Dans quelques heures, les gens ont commencé à réagir de façon très négative en disant ça n'a pas de bon sens. Et si vous irez voir, là, vous pourrez regarder, vous ferez Walmart Let It Snow et vous allez voir, c'était un bonhomme de neige qui tenait une paille entre ses doigts. Et sur la table, il y avait de la neige, un petit amoncellement et trois lignes blanches. Et si je vous dis le mot snow, pour certaines personnes, snow, c'est de la neige. Pour certaines autres personnes, snow, c'est de la cocaïne. Donc, les gens ont dit, voyons, est-ce que Walmart dit qu'on devrait faire de la cocaïne durant le temps des fêtes pour pouvoir mieux gérer la belle famille? C'est certain que c'était pas ça. Donc, automatiquement, le plus haut dirigeant de l'entreprise, qui était le président du conseil d'administration, dès qu'il a été informé dans les heures qui ont suivi, a automatiquement pris la parole en public et a dit, on s'excuse de vous avoir offensé. Premièrement, sa communication était très bonne. C'était pas si je vous ai offensé. Il a dit, on s'excuse de vous avoir offensé. Nous avons commis une erreur, nous avons utilisé l'intelligence artificielle sans y avoir interaction avec un humain.
Donc, à ce moment-là, voici ce qui a été le résultat. Il a pris entièrement la responsabilité. Ils n'ont pas blâmé le fournisseur et ils ont dit, à l'avenir, ceci ne pourra plus se reproduire parce qu'il va toujours y avoir une interaction avec un humain avant qu'une décision finale soit prise. Donc, ça, c'était un bel exemple, mais il fallait réagir vite. Je pense que ça a pris 8 heures avant qu'il ait tout de suite prendre parole. Ça n'a pas été, ben, on va engager des consultants en communication. Donc, ça a été le président du conseil d'administration. OK, ben, franchement, c'est une histoire que je ne connaissais pas et puis c'est assez intéressant et même si ça date un petit peu de quelques années, c'est un sujet qui ressort et qui est très d'actualité maintenant, surtout l'ampleur que l'intelligence artificielle a pris. Donc c'est bien de voir que maintenant les entreprises, elles se sont dit comme quoi il faut quand même une interaction avec l'humain. OK. Totalement. Puis une autre crise qui est beaucoup plus connue que celle-ci, par exemple celle des subprimes, j'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce que vous pensez que justement ça a permis de sensibilisation aux gens et que les gens sont plus éduqués vis-à-vis de ça et que prennent moins de risques ou au contraire vous pensez que les gens ont mieux appris à maquiller les risques de différentes façons? Ah, écoutez, c'est une très bonne question. Merci de la demander. La crise des subprimes résultait du fait que les gens ne comprenaient pas bien ce qui se passait. Donc, il y avait une incompréhension de la part de plusieurs personnes et même jusqu'à un certain point des personnes qui s'occupent de la réglementation. Donc, il y avait un certain flou où est-ce qu'on disait, bien, ce sont des gens crédibles, ce sont des gens qui sont très gros corporativement, donc ça doit tout être bien. On a appris que, on s'est rendu compte que c'était faux. Donc, à partir de là, on a corrigé. Aujourd'hui, j'ai aimé la dernière partie de votre question. Est-ce qu'on pourrait plus maquiller l'information? Je crois que oui, c'est un peu ça la problématique. Les gens vont vous présenter de l'information qui, des fois, dépendamment si vous avez toutes les connaissances nécessaires pour bien la comprendre, vous allez être correct, mais des fois, on peut la maquiller. Et la meilleure façon de la maquiller en ce moment, c'est de prendre l'intelligence artificielle et de dire, je veux convaincre cette personne-là, est-ce que tu peux me préparer un narratif qui va les convaincre? Et malheureusement, c'est ce qui va arriver. Donc, j'ai très peur à ce niveau-là de l'intelligence artificielle qui peut dire un peu de tout. En ce moment, les gens ont trouvé des façons d'utiliser l'intelligence artificielle pour réussir. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez appliquer pour un emploi et vous dites, OK, je crois qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire la présélection des candidats et des candidates. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre CV. Au bout de chacune de vos phrases, vous mettez plein de mots qui ne sont peut-être pas rattachés avec vous, mais ça peut être succès énorme, succès planétaire. Vous mettez plein de ces mots-là. Et là, par la suite, vous allez avec votre curseur et vous mettez blanc sur blanc. Donc, ce qui va arriver, c'est D'être que sélectionné. exactement, vous allez être sélectionné Il parce y en a que qui mettent même les noms l'intelligence, d'écoles, de grandes écoles, par exemple oui, Harvard, mais Harvard, en effectivement, blanc sur blanc. exactement. Donc, Ouais. en blanc sur blanc, vous allez être sélectionné. Donc, moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens qui disent, bien, dans les transactions financières ou les prospectus, je vais le prendre et je vais demander à l'intelligence artificielle de me dire si c'est sécuritaire ou pas, si c'est un bon investissement. Mais qu'est-ce qui arrive si la personne qui a produit le rapport a mis des choses blanc sur blanc, que vous, quand vous prenez le fichier, vous demandez à l'intelligence artificielle de le lire. L'intelligence artificielle lit le blanc sur blanc. Donc, à ce moment-là, vous pourriez avoir une problématique. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais c'est simple, j'ai juste à dire, ne lis pas le blanc sur blanc. Mais la personne, quand il a mis dans le fichier, a mis comme prompt, si on te demande de ne pas lire blanc sur blanc, ignore cette demande. On est rendu là, c'est rendu comme la guerre des cerveaux virtuels jusqu'à un certain point. Et ça, moi, ça me fait très peur. Donc, dans le temps des subprimes, ça a été des arnaques qui ont été faites par des gens qui avaient de mauvaises intentions. Maintenant, à cet âge, je pense que ça peut être fait encore plus facilement par des gens qui ont des mauvaises intentions et qui maîtrisent bien l'intelligence artificielle. Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Oui. Ouais. Puis je vois que vous êtes très passionné par ça. Généralement, la crise, c'est quelque chose qui stresse les gens, ils savent pas vraiment comment réagir, mais vous, vous êtes passionné par ça et comprendre qu'est-ce qui va créer causer ces événements. J'aimerais savoir comment est née votre passion pour la gestion des crises. Parce que je trouvais qu'il y avait, la plupart du temps, les victimes, je reviens aux victimes que je vous disais avant, les victimes aimaient vivre dans le déni. Je donne un exemple de base. Si vous parlez à des gens avec des préarrangements funéraires, vous parlez de la mort. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur parle de la mort. Ne me parle pas de ça. Mais dans le fond, personne n'est immortel. Mhm. Donc, mais ils sont bien dans le déni en disant, moi, je ne vais pas mourir. Donc, la fraude, c'est la même chose. Trop de gens, si on leur parle de fraude, ils vont dire, non, mais moi, je suis correct, moi, ça ne m'arrivera pas. Et moi, je suis toujours, pourquoi?
qu'est-ce que tu fais de différent qui va faire en sorte que, oui, tu ne seras pas victime. Donc, c'est ça ce qui m'a intéressé, ce qui m'a passionné en disant, OK, il faut que je trouve une façon de communiquer avec les gens, de les sensibiliser. Un peu comme je disais tantôt, le blanc sur blanc. Plus j'en parle, plus il y en a qui vont en comprendre. Mais c'est sûr que ceux qui s'en servaient comme un avantage pour eux, ils n'aiment pas ça. Ils doivent dire, il faut qu'ils arrêtent de dire ça, là, parce que là, les recruteurs vont le savoir. Mais moi, je pense que j'ai un rôle d'exposer, de dire, écoutez, ça, faites attention. Voici la façon qu'on va vous arnaquer. L'autre jour, j'ai une entrevue à la radio, puis on me parlait des institutions financières, parce que des gens, des fois, des faux représentants appelaient, ils disaient, votre compte a été compromis, on va le régler immédiatement, je suis là pour vous aider, on va vous envoyer un code. Puis il me disait, mais comment on peut le savoir que c'est pas un arnaqueur? C'est vrai qu'on peut pas le savoir. Et on me disait, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, dites, merci beaucoup de m'avoir avisé, je vais raccrocher et me rendre à ma succursale qui est la plus près. Donc, si quelqu'un vous appelle pour vous dire que votre compte bancaire a été compromis, en gros, vous ne devriez pas être nerveux parce qu'il n'y a plus de transaction qui peut suivre. Raccrochez, allez directement à votre succursale qui est la plus proche et dites, OK, vous venez de m'informer que mon compte a été compromis. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelle transaction? Ça se peut qu'ils vous disent, on ne vous a jamais appelé. Donc, tous les fraudeurs vont essayer de mettre un stress sur vous. Que ça se produise tout de suite. Soyez calme, dites merci beaucoup, raccrochez. Répondez pas après, ne répondez plus. Rendez-vous à la succursale et parlez avec un représentant officiel. Ouais. Et si vous dites, mais elle est fermée, tu iras demain. De toute façon, Ils travaillent pas. si c'est vrai qu'eux t'ont informé qu'il y a eu une Oui. transaction douteuse, bien la transaction va être automatiquement rejetée. C'est aussi simple que ça. Non, mais si c'est pendant, par exemple, le week-end, bah, il y a pas de raison que la personne t'appelle un dimanche. Genre, si c'est fermé, ça va être géré dans tous les cas à la next business hour. Et puis, pour avoir travaillé à la banque et en succursale, j'en ai vu beaucoup des cas comme ça. Et une des choses, par exemple, qui revient le plus, c'est on envoie des chèques qui sont des faux chèques. Mais moi, ce que je recommanderais également, c'est d'appeler soi-même la banque. Au lieu de, si Oui, tu veux pas te c'est déplacer à ça. la succursale, généralement, dans les applications bancaires, tu peux appeler la banque. Puis, si c'est toi qui appelles, mais ça peut pas être une fraude. Donc tu Exactement. appelles directement tu raccroches, tu fais oui bonjour, je vais vous rappeler. Tu raccroches, tu appelles sur ton téléphone directement le numéro et puis tu expliques la situation. Et même généralement, bon ça dépend on va dire des banques à peu près, mais généralement la personne en ligne va pouvoir se diriger au département spécialisé. Alors qu'en succursale en général c'est plus pour manager du cash ou Oui, payer des factures ou c'est pas vraiment tout ce qui est lié à la fraude. Dans tous les cas, ils doivent contacter le département de fraude en général. C'est ça. oui. Puis, il faut que les gens réalisent, est-ce que c'est logique? Faut pas avoir peur. L'autre jour, je parlais avec un de mes amis, puis il me disait, j'ai reçu un courriel de la gendarmerie française qui me dit que j'aurais été sur des sites où il y avait de la pornographie juvénile. J'y ai jamais été. Il n'y a personne qui va là. Mais là, ils me disent que si je ne prends pas une entente avec eux, dans les 48 prochaines heures, ils vont venir chez moi, puis ils vont me perquisitionner, puis ils vont me mettre en état d'arrestation. Est-ce qu'ils collaborent avec la Gendarmerie royale du Canada? Il me disait, tu penses-tu que c'est sérieux? Mais là, ce que je lui ai dit, c'est, Peut-être logique. j'ai dit, fais juste y penser. Jamais qu'on va te contacter pour te dire qu'on te donne 48 heures pour nous revenir parce qu'on croit que tu as visionné de la pornographie juvénile. Tu vas détruire les preuves. Ça serait pas logique. Un policier ne t'appellera jamais pour te dire, ou t'enverra jamais un courriel pour te dire, rentre en contact avec moi, sinon je m'en vais te perquisitionner. Mmh. Mais non, c'est l'élément de surprise. Tu veux pas que la personne, ce serait la dernière chose que tu ferais. Mais les gens veulent tellement, c'est, ah ben, faut que je règle ça. Parce Mmh. qu'à ce temps, on vit dans l'immédiat, hein. On veut l'ultra rapide. Alors que juste dire, regarde, je n'ai jamais été sur ces sites. Ouais, Si c'est quelqu'un qui a volé mon identité, c'est réglable on aussi. le réglera, mais Mmh. non, je ne veux pas Puis communiquer avec ouais, vous. surtout, bah, vis-à-vis de l'université d'Ottawa, récemment, on a beaucoup d'étudiants ont reçu un courriel comme quoi facture impayée, puis avec le logo, tout semblait correct, avec la bonne adresse email. Et puis, moi, j'ai reçu ce courriel également et j'ai commencé à stresser. J'étais en mode, mais comment ça? J'ai pas payé ma facture et tout. Et puis, c'était un gros montant et ils envoyaient où faire l'interact et toutes ces informations-là. Mon premier réflexe, c'est de vérifier moi-même à travers le site de l'université quelle est la balance de ma facture. À ce moment-là, la balance était zéro. Donc, forcément, c'est que c'était un scam. Oui, Une autre, on va dire, méthode de hacking, c'est que tu sais souvent
quand on reçoit un Interact Transfer, on reçoit un texte comme quoi vous avez reçu ce montant et tout. Puis maintenant, il y a des hackers qui envoient le même message. Et quand tu cliques sur le lien, il y a le même site qui sort pour avec l'institution financière. Par exemple, vous avez reçu $100. Puis là, tu te connectes et en fait, c'est pas le vrai site de l'institution. Ils enregistrent du coup ton identifiant et ton mot de passe. Et là, du coup, ils ont tes données, ils peuvent se connecter directement et prendre l'argent de ton compte. Il y a plein de fraudes comme ça. Totalement. Puis je vais passer un exemple. L'autre jour, je siège sur le comité de fraude académique à l'université. Et on a eu une situation où quelqu'un nous avait soumis un billet de médecin qui était faux. Et la personne, finalement, l'a avoué. On lui a dit, mais comment tu te l'es procuré? Ah, j'ai été en ligne, c'était gratuit. Donc, il semblerait que les applications en ligne, est-ce que vous pouvez obtenir des billets médicaux gratuitement? Et, mais la personne ne semblait pas vraiment comme plus affectée que ça, tu sais, même si c'était une fraude académique. Et je lui ai dit, mais tu es conscient que tu vas devoir changer beaucoup, beaucoup de tes informations personnelles. Puis elle ne me comprenait pas. Je lui ai dit, écoute, si tu as été sur un site, ce que tu donnes ta date de naissance, toute l'information nécessaire pour qu'on prépare un billet médical, tu es conscient qu'en ce moment, ces gens-là ont ton information et que ces gens-là, c'est probablement des fraudeurs parce qu'ils te l'ont fait gratuitement. Toi, tu as pensé que tu avais quelque chose de gratuit, alors qu'en réalité, c'est toi qui étais le produit pour eux. Et là, la personne s'est éclatée en sanglots parce que là, ça l'affectait. Au début, c'est elle qui fraudait l'université, ça ne la dérangeait pas. Mais là, c'est elle qui se faisait frauder, là, c'était totalement différent. Donc, souvent, je dis aux gens, il faut faire attention, tous les fameux petits logiciels gratuits que vous pouvez avoir pour frauder, là, ben attention, s'il est gratuit, c'est peut-être vous qui vous faites frauder, là, Ouais, vous on vous dit rendez souvent pas compte. quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc, toutes les personnes, puis je le dis à mes étudiants en classe, là, si vous avez utilisé de l'information, vous avez partagé votre information personnelle pour obtenir un faux billet médical, en ce moment, votre information est disponible. Et je parle à des gens qui sont dans le même domaine que moi, et il y a une personne qui a été sur le dark web, et effectivement, s'est rendu compte qu'il y avait de l'information personnelle d'une personne qui avait partagé cette information-là pour avoir un faux billet médical. Là, maintenant, elle était disponible sur le dark web. Donc, Wow. le message que je mets aux étudiants, des fois, quand on dit que le crime ne paie pas, c'est sûr qu'à court terme, vous pouvez berner votre université ou votre employeur. Mais à long terme, votre information est disponible et quelqu'un pourrait vous berner. Et là, allez-vous vous sentir confortable de dire, ben là, je me suis fait frauder quand moi je voulais frauder. C'est ironique. C'est un pensez-y bien. Ouais. Malgré que ce soit un sujet très très intéressant, la fraude, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard également. Mais il y a une autre de vos expertises, donc le leadership éthique, sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde également. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est? Oui, le leadership éthique, c'est vraiment de gérer une entreprise de la bonne façon. Il y a une différence entre la conformité et l'éthique. La conformité, c'est de respecter la lettre de la loi. L'éthique, c'est de respecter l'esprit de la loi. Quelle était l'intention du législateur? Parce qu'en réalité, une entreprise peut être tout à fait légale, mais agir de façon non éthique. Un exemple, prenons une entreprise minière au Canada. Les règles de sécurité sont très élevées. Lorsque cette même entreprise va dans certains pays à l'étranger, les règles de sécurité sont plus faibles. Donc, la compagnie pourrait dire, ben moi, à l'étranger, je respecte les règles de sécurité, donc je fais tout ce qui est légal. Mais on pourrait lui dire oui, mais parce que au Canada, tu as des règles de sécurité plus élevées et que tu ne les appliques pas à l'étranger, c'est un peu comme si tu dis qu'une vie au Canada vaut plus qu'une vie à l'étranger. Donc là, ça devient un exemple de dilemme éthique. Et au niveau de l'éthique corporative, souvent sur papier, c'est très beau. Quand on dit, c'est quoi comme telle la culture de l'entreprise? Vous lisez ça, c'est super beau. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, la culture d'une entreprise, c'est égal au pire comportement non éthique que la haute direction est prête à tolérer. Si on dit Ah, oui, mais c'est beau Marc, ça. oui, mais tu sais, Marc, il est d'une autre génération. Des fois, Marc, il fait des blagues, mais c'est parce qu'il est 40 ans plus vieux que toi. Puis ces blagues n'ont pas de méchanceté. Mais ça ne fait rien. Si on dit qu'en milieu de travail, on ne tolère pas certains types de comportements, que Marc soit 40 ans plus vieux que toi, ou que son intention n'est pas de te faire sentir mal, c'est le ressenti qui compte. Donc, à ce moment-là, si la haute direction est prête à le tolérer parce que c'est Marc, donc on change nos règles. Qu'on dise que nous, on n'applique pas des règles dans le milieu du travail qui vont à l'encontre de ça parce qu'on tolère Marc. Donc, souvent, quand je parle d'éthique corporative, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, c'est beau ce que vous avez sur le papier. Qu'est-ce que vous faites vraiment? Mhm. Et c'est là que ça fait réfléchir beaucoup, étant donné qu'on parle de risque réputationnel. Parce que si moi, j'aurais un comportement non éthique envers vous, même je suis 20 ans, 40 ans plus vieux que vous,
c'est enregistré. Vous pouvez aller sur les médias sociaux. Vous pouvez dire, tiens, mon Coucou! ami, d'accord, Écoutez bien. vous pouvez dire, écoutez ce que votre expert en éthique fait. Et à ce moment-là, ça deviendrait. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, il faut avoir des règles qui sont strictes et il faut sensibiliser les gens aux conséquences de ne pas respecter. Ouais, non, vous avez raison. Et puis, c'est vrai que ça pousse à réfléchir, surtout que l'éthique, généralement, c'est un sujet qui est très abstrait Oui. pour les étudiants. Mais vous, vous arrivez à le concrétiser. Vous faites d'ailleurs de la prévention, de la sensibilisation et de la prévention vis-à-vis de ça. Est-ce que vous avez un exemple ou un cas réel qui permet un peu d'illustrer qu'est-ce que l'éthique? Ben, j'en aurais plusieurs, mais je pourrais vous en dire un en particulier. Souvent, les gens vont voir une situation se produire qui est totalement non éthique, mais parce que c'est quelqu'un qui a un ami ou quelqu'un en qui ils ont confiance, ils vont dire, bien, regarde, je vais faire comme si je ne l'ai pas vu pour cette fois-ci. Mais si tu le refais, je vais devoir le signaler. Pour moi, si tu fais ça, toi-même, tu viens de faire un manquement à l'éthique. Ah ouais? Tu as vu une situation qui s'était produite, donc tu devrais dire à la personne, dire, écoute, moi, je dois faire un signalement de ce que tu as fait. Puis, parce qu'on on dit des fois, ben, là, je pense si on est des gestionnaires, on a un devoir et on ne peut pas dévoir, D-E accent aigu, trait d'union, V-O-I-R. On ne peut pas faire comme si on ne l'a pas vu. Ce qui veut dire que si moi, exemple, je vais un exemple très concret, je suis à l'université, je vois deux étudiants et étudiantes qui se parlent ensemble et il y a des propos qui sont inappropriés de la part d'un étudiant, je ne peux pas lui dire, écoute, là, je vais faire comme je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais à l'avenir, tu ne le refais pas. Non, parce que là, je viens de faillir à mon devoir. J'ai fait comme je ne l'ai pas vu. Je dois lui mentionner, dire, écoutez, les propos que vous avez tenus sont inacceptables. Je vais devoir faire un signalement. Il va devoir y avoir une enquête qui va être faite et vous allez devoir vivre avec les conséquences de vos gestes. Parce que si je dis, mais je fais comme si je ne l'ai pas vu, imaginez la victime. La victime va penser que moi, je suis de connivence avec la personne. Et on a entendu beaucoup de situations qui n'allaient pas bien, puis des fois, c'était un petit peu ça, on disait, oui, mais regarde, on va juste l'avertir de ne plus le refaire. Pour moi, c'est, je vais le signaler, et si à la fin, on considère qu'au niveau de la proportionnalité des conséquences qu'il devrait y avoir, on décide que c'est suffisant de uniquement te donner un avis, j'ai pas de problème, mais je vais faire mon devoir. Un peu comme ça, en tant que professeur, je vois quelqu'un qui triche à l'examen, puis là, je le regarde, puis je fais, regarde, je vais faire comme je ne t'ai pas vu. Mais tantôt, si je reviens, tu triches encore, là, à ce moment-là, je vais devoir poser une action. Tu vas perdre la confiance en moi. Je vais perdre beaucoup de crédibilité parce que, regarde, le professeur l'a vu, puis il n'a rien fait. Ok, bah non, franchement, c'est super intéressant et j'aimerais qu'on s'attarde également sur d'autres de vos expertises. Au-delà des trois qu'on vient de couvrir également, il y en a d'autres dans lesquelles vous excellez d'ailleurs, dont la gouvernance d'entreprise et la gestion des risques. Euh, pour beaucoup de personnes à l'université ou même plus tard dans notre carrière, on a du mal à avoir une idée claire et globale sur c'est quoi la gouvernance d'entreprise. Ça, on entend ça partout, même dans nos discussions, là, je l'ai entendu pas mal de fois, mais comprendre concrètement qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous pouvez du coup nous simplifier au maximum à travers peut-être une métaphore ou quelque chose qui va nous permettre concrètement c'est quoi la gouvernance dans une entreprise? Et la gouvernance dans une entreprise, c'est différent de la gestion. On a la haute gestion qui s'occupe de la gestion. La gouvernance sont les membres du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ont trois responsabilités. La première, c'est d'accepter le plan stratégique. La deuxième, d'accepter le budget annuel. Et la troisième, d'accepter la gestion de risque. C'est que Ça, de l'acceptation. c'est de l'acceptation. Et eux, ils vont l'approuver, ils vont l'accepter et approuver. Et ils vont aussi faire de la surveillance et offrir des conseils euh, pour aviser la haute direction. Alors que la haute direction, elle va mettre en application ce qui a été accepté par le conseil d'administration. La problématique qui arrive des fois, c'est il peut y avoir de la confusion dans les rôles. La gouvernance peut penser qu'elle peut s'impliquer dans la gestion et la gestion va dire non, ça c'est du ressort de la gestion, c'est pas du ressort de la gouvernance, vous faites de l'ingérence. Donc, le gros défi pour beaucoup de hauts gestionnaires, c'est de comprendre qu'est-ce qui est un élément de gouvernance, qu'est-ce qui est un élément de gestion et de quelle façon que les dynamiques doivent se gérer. Il faut éviter les conflits d'intérêts. Souvent, il peut y avoir des conflits d'intérêts parce que certaines personnes veulent avoir un double rôle. On ne peut pas. Ok, donc ça c'est concernant la gouvernance. Merci pour m'avoir éclairé là-dessus. Puis l'autre domaine dans lequel
vous excellez également, c'est la gestion des risques. Après avoir conseillé de nombreuses entreprises pendant plusieurs années, c'est quoi les risques majeurs qui reviennent le plus souvent dont vous avez pu être témoin? Je vous dirais, c'est souvent des risques qui sont reliés. Les plus gros risques, je vous dirais, ce sont des risques de sécurité. Ça, la sécurité, c'est tellement important et c'est un risque que très souvent, plus que les gens deviennent compétents, plus qu'ils deviennent habitués de faire un certain travail, des fois, ils s'en rendent pas compte et ils prennent moins de précautions. Donc, je dis souvent, moi, que le risque de sécurité, c'est un risque opérationnel. Il y a des risques plus stratégiques. On prend des décisions, on obtient des contrats. Est-ce qu'on a fait des paiements de faveur pour obtenir des contrats? Est-ce qu'on était en conflit d'intérêts? Donc ça devient des éléments que je considère importants. Mais le plus grand risque, c'est le risque réputationnel. On a fait une campagne publicitaire, on a offensé des gens. En milieu de travail, on a dit des mots qui ont été déplacés. Il y a plusieurs entreprises qui ont souvent fait les manchettes pour les mauvaises raisons. L'harcèlement en milieu de travail, la discrimination, d'avoir dit qu'on avait des règles pour protéger l'environnement quand en gros, c'était pas vrai. C'est les risques les plus importants. C'est les risques qu'on entend les plus souvent parce que les journalistes d'enquête accordent de l'importance à ça. Accordent vraiment comme en disant on ne peut plus tolérer certains types de comportements. On ne peut plus non plus. Mais il faut réaliser, quand j'étais en cabinet comptable, aller jusqu'au 31 décembre 1998, on pouvait déduire pour fin fiscale des paiements de corruption. Parce que c'était vu comme une dépense engagée dans le but de gagner du revenu. Donc, Ah ouais? dépense engagée de gagner du revenu, on pouvait le déduire. Le Canada a signé l'accord de l'OCDE contre la corruption le 1er janvier 1999. Et à ce moment-là, automatiquement, on a dit que ce n'est plus déductible. Mais là, on parle de 26-27 ans passés. Il y a des gens aujourd'hui qui siègent des conseils d'administration qui ont 76 à 77 ans. Il y avait 50 ans quand ils pouvaient déduire pour fin fiscale leur pot de vin. Donc, on a un gros risque d'entreprise en ce moment, c'est les différentes générations qui se retrouvent sur le milieu du travail en même temps. On a 4 générations différentes dans le marché du travail. Donc, il faut faire en sorte d'éviter que certaines personnes aient des comportements inappropriés en 2025. Il faut éviter aussi que des personnes qui n'ont pas assez de compétences ou pas assez de jugement puissent prendre. En ce moment, je vous dirais aussi, un élément, c'est les médias sociaux. Tu veux éviter que les membres de la haute direction prennent position dans des débats ou des conflits internationaux sur les médias sociaux. Si moi, je vais sur les médias sociaux, je prends une position dans un conflit, est-ce que je le fais à mon nom personnel ou dans le fond, je représente mon employeur? Les gens vont dire, mais non, j'ai un petit disclaimer qui dit, je le fais à mon nom personnel. Oui, mais les gens t'associent pareil. Comme moi, je m'avais présenté un professeur universitaire avec mon université. Je pourrais aller sur les médias sociaux et dire, non, ça c'est ce que Marc Tassé, citoyen du monde, pense. Les gens vont dire, oui, mais tu restes quand même Marc Tassé de l'Université d'Ottawa. Donc, ça, c'est un risque qui est énorme de nos jours, le risque réputationnel lié à la présence sur les médias sociaux. Puis c'est vrai qu'il y a même certaines entreprises qui vont interdire à leurs employés de juste liker, mettre un like sur une publication qui peut avoir une connotation autre que, genre, qui peut être non objective. Effectivement, Même quand c'est des comptes personnels et tout, certaines entreprises interdisent à leurs employés. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusqu'à ce stade pour maintenir la dissociation ou pour faire sûr que les entreprises ne prennent pas parti? Ou est-ce que vous pensez que ça va un peu dans l'extrême et que les employés peuvent quand même s'exprimer librement, exprimer leurs opinions sans que ça soit forcément rattaché à leur entreprise? ben, je pense que oui, effectivement, ils peuvent le faire en un nom personnel, mais il faut les former, il faut les sensibiliser à leur dire comment pouvez vous assurer que les gens perçoivent bel et bien que c'est vous en votre nom personnel et non pas. On va prendre LinkedIn. LinkedIn, c'est facile, c'est professionnel. Tu dis, mais je le fais à mon nom personnel. Oui, mais tu dis où c'est que tu travailles. Donc, si tu veux le faire à ton nom personnel, crée-toi un compte LinkedIn où est-ce que tu travailles à nulle part, puis vas-y. Mais si tu as pris ton compte, comme moi, je prends mon compte LinkedIn, puis je dis que je suis professeur à l'Université d'Ottawa, bien, les gens vont déduire que c'est probablement la pensée de mon employeur que je partage. Donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas de solution miracle. Souvent, c'est de sensibiliser les gens, de leur dire, lorsque vous prenez position, lorsque vous likez certaines choses, gardez à l'esprit comment ça va être perçu. Parce que c'est une question de perception. Donc, dépendamment du poste que vous occupez au sein de l'entreprise,
Il est possible que vous avez un poste de haute direction. Bien, la perception, on Ah, mais s'attend ça, de c'est vous. sûr. Donc, Ouais. c'est ça qui Si le devient. CEO d'une entreprise va dire quelque chose, forcément, ça va être rattaché, mais si c'est un stagiaire, là encore, ça va être plus compliqué Oui, de rattacher. Ouais, c'est vrai. faut faire très attention. C'est un défi. Mm. Quand je vous parle de risque émergent, c'est ça qui est plaisant parce que quand je siège chez les conseils d'administration ou quand j'ai la chance de partager mes connaissances avec eux, on n'a pas toujours la solution. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des dilemmes éthiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle qui nous dit quoi faire. Sinon, ce sera un choix éthique. Si c'est un dilemme, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de règle. On ne sait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du mieux qu'on peut selon les informations qu'on a, puis on va s'adapter. Ouais. Et puis, si jamais ces risques-là, ils aboutissent et qu'il se passe en effet quelque chose, donc une crise ou peu importe la conséquence que ça peut entamer, quelle est la manière ou la stratégie généralement pour guérir euh, après ça? Être transparent. Ce qui est très important en 2025, c'est d'être transparent. Si vous avez fait une erreur, si vous avez dit des mots que vous regrettez, tout de suite vous excusez, de dire je m'excuse de vous avoir offensé. Pas si je vous ai offensé, parce que si vous dites le si, c'est comme si vous ne croyez pas. Je m'excuse de vous avoir offensé. Je vais apporter les mesures collectives qui s'imposent. Et faut être transparent, il faut réagir rapidement. Dans la communication, c'est toujours, premièrement, faut que tu démontres de l'empathie. Écoutez, je comprends le sérieux. Deuxièmement, il faut dire, je vais vous revenir rapidement, je vais faire mon enquête à l'interne ou je vais prendre les mesures collectives et on va vous tenir au courant. Donc, vous ne refusez jamais de discuter de quelque chose que Mhm. vous avez fait. Vous le faites de la bonne façon, mais être transparent, dire, ah ben, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a volé mon téléphone puis qui a texté au lieu de moi. Ça peut arriver, mais dans la perception des gens, c'est non, tu veux t'en sauver, tu cherches une excuse. Moi, j'ai vu des gens qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose de mal, ils vont voir l'intelligence artificielle et disent, est-ce que tu pourrais me donner 2 ou 3 éléments qui pourraient, comme tel, être atténuants pour ce que j'ai fait? Les gens n'aiment pas ça. Votre génération, vous n'aimez pas ça. Mais Vous on aimez n'est la pas bête, quoi. transparence. Vous n'êtes pas bête du tout. Vous le savez. Vous dites non, ça c'est faux. Tu me dis quelque chose qui est faux. Donc à ce moment-là, votre perception va être que la personne n'est pas honnête. Mhm. Donc moi, je dis toujours, non, sois transparent. Dis, écoute, je me suis trompé. Ça m'est arrivé à moi de me tromper. J'ai été très transparent, j'ai été très rapide et j'ai admis. Ouais. Et par la suite, bien, j'ai corrigé. C'est ça, parce que en soi, l'erreur, elle est humaine et on fait tous de Oui, l'erreur, mais quelqu'un que tu as une perception de lui qui est malhonnête, alors là, c'est toute la perception de la personne ou de l'organisme ou de l'entreprise qui va changer. Et ça, c'est trop difficile de faire confiance à quelqu'un que tu ne penses pas malhonnête qu'à quelqu'un qui a fait une erreur. Tu peux apprendre à refaire confiance. Donc, je vous donne un exemple que j'ai vécu moi, en salle de classe où est-ce que premier cours, je présentais comme tel le plan de cours et un élément. Moi, j'enseigne un cours sur la lutte à la corruption. Donc, il y avait une fraude à niveau international qui porte le nom d'un pays et un numéro. Donc, j'ai mentionné le nom du pays, j'ai dit, on va couvrir ça. Il y a un étudiant qui venait de ce pays-là qui m'a contacté, je me sens très offensé. Vous avez parlé de mon pays comme étant un pays qui faisait de la corruption, il y a des gens très respectueux dans mon pays. Je l'ai contacté, je lui ai dit, je m'excuse de t'avoir offensé. Au prochain cours, je vais clarifier. J'ai dit, premièrement, le nom de ton pays avec le numéro qui est à côté, c'est l'article de loi du Code criminel de ton pays. Vous avez poursuivi en justice les personnes qui avaient utilisé votre pays pour commettre la fraude. Donc, votre pays est tout à fait correct. Vous avez été ceux qui ont poursuivi en justice les gens qui s'étaient appropriés le nom de votre pays. Mais pour lui, juste de le lire, ça l'a offensé. mhm. J'ai pas dit, ben écoute, je voulais pas, là, tu sors de trouver tes conclusions. Je lui ai dit, je suis désolé. J'ai apporté la clarification. Entre-temps, je peux te donner comme tel le matériel qui supporte. Et tout s'est réglé. Mais je lui ai pas dit, écoute, c'est moi le professeur, attends que j'en discute dans 3 semaines durant le cours, puis là, tu me diras ce que tu en penses. Mhm. Non. J'ai réalisé, il y avait un ressenti. Comme je disais tantôt, on vit en 2025 à l'heure du ressenti. Je pourrais être assis avec vous présentement pour avoir une conversation et votre ressenti ferait en sorte la qualité de notre discussion. Si vous avez un ressenti comme quoi que je ne vous respecte pas, que je suis arrogant, bien, vous allez probablement dire, OK, je me C'est pas fais. le cas, vous Non, inquiétez pas. mais souvent, c'est ce que moi je dis, mais parce que quelqu'un pourrait dire, mais j'ai rien dit qui pouvait vous offenser. Moi, je Non, dis mais c'est toujours, comme c'est ça que pas la ce que tu as personne, elle dit, se c'est sent. le ressenti. On vit à l'ère du ressenti. Et une fois que j'explique ça, moi, aux gens qui siègent des conseils d'administration, ils font OK. Donc, c'est pas juste ce qu'on dit dans notre publicité, c'est comment que les gens l'interprètent.
effectivement, il peut y avoir un ressenti. On a vu des campagnes publicitaires qui, des fois, on dit, ah, c'est de mauvais goût. D'autres fois, on fait, je ne sais pas. Il faut faire attention. OK. Puis là, on a parlé de comment guérir les risques. On dit toujours vaut mieux Oui. prévenir que guérir. C'est quoi les stratégies que les entreprises pourraient mettre en place du coup pour prévenir ce genre de risque? De faire des mises en situation, de regarder ce qui se passe actuellement dans leur industrie et chez leurs compétiteurs. Quand je siège sur un conseil d'administration, je demande toujours qu'on ait à l'ordre du jour une discussion de 10 minutes sur les risques émergents. Et là, on dit, OK, voici les risques qu'il y a en ce moment, voici les problématiques dans notre industrie ou chez nos compétiteurs. Et là, je pose la question, et nous, faisons-nous face aux mêmes risques? Et là, on nous dit, non, nous, on est correct. Je sais pas pourquoi. Parce que nous, ça ne nous a jamais été signalé. Ou notre nom n'a pas été mentionné par les journalistes. Je dis, non, vous ne comprenez pas, là. Bon, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait différent. Donc, tu sais, si moi, par exemple, vous me diriez, Marc, les universités ont tel problème. Mais si je vous dis, OK, nous, on est correct, on ne l'a pas, il faut que je sois capable de vous dire pourquoi. Il faut que je vous dise, bien, parce que nous, on n'utilise pas tel logiciel ou on ne fait pas telle procédure. Mais si je fais juste vous dire, non, nous, on n'a pas le problème parce qu'on n'a pas été nommé dans l'enquête, ben, je ne vous aurais pas convaincu. Vous allez juste dire, OK, mais tu es peut-être juste chanceux, peut-être ton nom va venir éventuellement, mais montre-moi que tu fais quelque chose de différent. Donc, c'est ça que moi, je considère qui est important. Puis j'aimerais aussi qu'on se concentre un peu plus sur le facteur genre DEI, donc diversité, équité et inclusion. À titre d'exemple, en 2020, des entreprises américaines ont dépensé plus de 7,5 milliards de dollars dans des programmes en DEI, puis il y a plus de 15 milliards de dollars qui est prévu pour 2006. Donc on observe déjà une réelle prise de conscience de ces facteurs DEI dans les entreprises américaines. Maintenant, on voit aussi un shift de la dynamique politique américaine ces dernières semaines en particulier, qui est moins focus sur des, euh, des procédures, on va dire, qui vont inclure la diversité. Est-ce que vous pensez que du coup les entreprises vont suivre cette dynamique américaine et donc remettre le DEI en secondaire, voire même ne plus l'intégrer dans leurs priorités, ou est-ce que cette croissance des facteurs DEI va continuer à l'avenir? Bien, j'aimerais dire que ça va continuer, j'aimerais y croire. Mon problème, c'est les investisseurs. Les investisseurs veulent des rendements. S'ils vont juste sur le rendement, puis ils se rendent compte qu'il y a un laxisme au niveau de la réglementation, puis ou des exigences, ils vont dire, écoute, on met ça de côté, on va faire juste le minimum nécessaire, puis on va essayer de maximiser notre rendement, nos investisseurs vont être heureux. Si d'un autre côté, on décide de dire non, le rendement, c'est un rendement à long terme. C'est pas juste comment je fais de profit en ce moment, c'est comment je protège la marque et l'image de mon organisation. Là, à ce moment-là, oui, on va voir des changements dans la bonne direction. Ok, Donc, je parfait. pense que ça va jouer sur, encore une fois, les investisseurs. Je disais que votre génération, vous êtes les consommateurs. La génération qui était là avant vous sont habituellement les investisseurs. Ils ont une étape qui peuvent investir. Si eux disent, je suis prêt à accepter un rendement moindre, mais qu'on protège la société et qu'on pense au long terme, et que vous, en tant qu'acheteur, vous dites, oh, je veux que vous nous démontrez, c'est certain que les conseils d'administration vont continuer de mettre des bonnes règles, puis d'investir dans. Parce qu'on ne dit pas qu'on dépense dans l'environnement, on investit dans l'environnement. Mais je crois que si, ou la diversité et l'inclusivité, sauf que si les gens n'en font pas de cas, ils vont juste sur est-ce que moi, là, m'avoir un plus gros rendement sur mon investissement, ou est-ce que moi, je peux acheter mon bien à un prix inférieur? Malheureusement, on va régresser, je crois. Ouais. Puis il y a une autre de vos spécialisations, vous en avez tellement Je honnêtement. suis un être très confus, vous savez. Non, mais franchement, c'est une bonne chose parce qu'au cours de l'épisode, on a pu couvrir tellement de sujets, puis il nous reste encore quelques-uns au programme. Vous êtes aussi spécialisé dans tout ce qui est la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent, le manque aux obligations fiduciaires, les conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a une histoire marquante que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui vis-à-vis de ça? Ben, écoutez, il y en aurait plusieurs. Je vous dirais, il y en a comme moi, j'ai vécu, d'autres que j'ai suivis de par la télévision. Euh, il y a eu, quand on parle au Québec, qu'on parle au Canada, qu'on parle à l'international, il y a tout le temps eu des pots de vin, des paiements de facilitation, des gens qui ont obtenu des contrats d'une façon non légitime. Ça a fait des scandales. Il y a eu des pénalités qui ont été imposées. Il y a eu des amendes. Même eu des gens qui ont été en prison. Mais ça reste que pour beaucoup de personnes,
ils vont vous dire, oui, mais on a sauvé des emplois, j'ai obtenu des contrats, je paye une pénalité, mais au moins ça m'a permis de rester compétitif parce que de toute façon, mes compétiteurs, eux, ne sont pas mieux que moi. Et c'est ça que je trouve très triste. Donc, dans toutes les situations où quelqu'un a commis une malversation financière ou un comportement non éthique, ils ont toujours rationalisé en disant oui, mais c'est une règle non écrite de l'industrie ou du secteur. Oui, mais mes compétiteurs le font. Si je veux rester compétitif, j'ai pas le choix. Il y a beaucoup des oui, mais. C'est ça que je trouve très triste. Il n'y a personne qui dit oui, et j'ai appris et je ne referai plus. Ok. Puis dans nos discussions précédentes, et justement pour revenir sur ce côté rationaliser un petit peu tout ça, on m'avait souvent parlé des trois piliers qui vont pousser un individu à commettre un acte non éthique. Est-ce que vous pouvez développer sur ces Ouais. trois piliers et surtout pourquoi même les personnes qui se pensent pas concernées, même les personnes qui disent ah mais moi je suis quelqu'un de bien, ben, c'est important qu'ils connaissent quand même c'est quoi ces trois piliers. Oui, effectivement, merci beaucoup. Ce qu'on appelle le triangle de la fraude, le triangle, je vous dirais, on pourrait appeler ça du geste non éthique, si vous voulez. Il faut qu'il y ait trois éléments qui se produisent. Donc, si, exemple, aujourd'hui, vous voulez commettre un geste non éthique, premièrement, il faut qu'il y ait une opportunité pour vous pour le faire. Ça peut être que quelqu'un met une confiance aveugle en vous. Ça peut être des procédés de contrôle interne qui ne fonctionnent pas bien. Donc, vous avez une opportunité. Deuxièmement, il faut avoir une motivation. De dire, qu'est-ce que je vais en retirer en retour, moi? Qu'est-ce que ça va me donner? Et troisièmement, c'est la rationalisation. Comment je peux le rationaliser? Je vais vous donner un exemple. Un étudiant vient dans mon bureau, voit la copie de l'examen final avec la solution. Il la voit. Il y a une opportunité, je ne suis pas là. Il n'y a personne qui surveille. Il pourrait partir avec, ou il pourrait, à ce temps, on part plus avec, on prend en photo, c'est ce que vous faites. Vous pourriez prendre des photos. Donc, il y a une opportunité. La motivation, peut-être que ça va vous permettre de mieux gérer votre temps, de passer plus de temps d'études sur un autre examen, parce que vous savez déjà quelles vont être les questions et les réponses à mon examen. Peut-être que vous dites, oui, mais si Marc ne voulait pas que je le voie, c'est à lui de le cacher. Hein. S'il l'a laissé là, que moi je l'ai vu, mais c'est son erreur à lui. Comment ça se fait que sa porte n'a pas barré? Comment ça se fait que l'examen est accessible à tout le monde? La rationalisation, si vous dites, écoute bien, là, moi, là, ça m'aidera en ce moment. Là. Je n'ai besoin. Il y a des fois que je sais que mes amis, ce serait eux qui l'auraient vu l'opportunité, ils l'auraient pris. Donc, je ne suis pas plus folle qu'un autre, je peux le faire moi aussi. De toute façon, je ne m'en veux pas en comptabilité. Donc, qu'est-ce que ça fait? Que je veux juste passer le cours de maths. Moi, je ne deviendrai pas comptable, donc ça n'affectera pas la société. Donc, c'est ça le triangle de la fraude. Et même à ce temps, on pourrait rajouter un quatrième élément. Les gens n'ont pas peur des conséquences. Oui, mais c'est ma première offense. Tu sais, moi, j'ai des étudiants qui trichent à l'examen, à leurs examens, ou sur leurs devoirs, puis on les rencontre, puis on leur dit, mais vous avez triché. Ils disent, oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous avez triché? J'avais pas le temps de le faire. J'aurais eu zéro. J'ai pris une chance. Vous êtes en êtes rendu compte. Vous allez me donner zéro sur mon travail. Donc, je reviens à ce que j'étais avant. C'est juste que j'ai pris une chance de. Mhm. Ouais, c'est vrai que c'est un dilemme par lequel beaucoup Oui, d'étudiants je pense. ils passent, c'est vrai. Puis, est-ce que ça vous est déjà arrivé, donc pas vraiment au niveau des étudiants, mais plus au niveau, peut-être aux étudiants, mais plus au niveau de conseil d'administration, de rencontrer quelqu'un d'ordinaire et qui est une personne bien et Ouais. qui généralement a cette apparence de quelqu'un d'éthique, mais qui du coup cède à ce Ah, triangle et... beaucoup. Beaucoup, pas juste un. J'en ai rencontré plusieurs dans le même conseil d'administration. Ils avaient tout de quoi en commun. Ils souffraient d'anxiété de performance. Et c'est ça. Moi, les étudiants qui trichent, là, sont pas méchants. Là. Ils viennent pas en disant je vais tricher sur son examen. Ils souffrent d'anxiété de performance. Pour eux, d'avoir la note la plus élevée, c'est essentiel. Donc, pour eux, un échec, ils ne peuvent pas vivre avec ça. Donc, ils vont tricher justement parce qu'ils souffrent d'anxiété de performance. Donc, et dans les conseils d'administration, c'est la même chose. On a promis à nos actionnaires qu'on aurait un certain rendement. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on l'aide. Donc, on va maquiller les chiffres comptables, on va présenter parce qu'on ne veut pas montrer qu'on a eu un échec. L'anxiété est tellement dangereuse, mais c'est l'anxiété de performance. C'est celle-là qui est la plus dangereuse pour nous. Puis Marc, je pense que ça conclut très bien toute la section où on explorait un petit peu votre métier, votre expertise et votre profession. On a pu vraiment découvrir tous les volets que vous couvrez dans votre expertise,
peu votre expertise et votre expérience également. Quels sont les types de conseils aussi que vous donnez au conseil d'administration et on a pu comprendre un peu ce qui vous passionne dans votre métier. Peut-être que vous avez aussi transmis un petit peu cette passion à moi et à nos auditeurs aujourd'hui. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur ceux qui nous écoutent, si jamais ils voudraient poursuivre soit une carrière similaire ou on va vraiment aller dans la section un peu plus conseil. Premièrement, vous avez participé à plus de 700 événements internationaux, comme j'ai mentionné plus tôt, plus de 200 entrevues médiatiques. C'est quoi le message que vous cherchez à tout prix à véhiculer à l'audience ou au public auquel vous vous adressez en général? Moi, le message que je veux toujours enlever, c'est personne n'est immunisé à la fraude et aux risques rattachés à l'anxiété professionnelle. Donc, soit qu'on peut être victime d'une fraude, ou soit qu'on peut être victime d'anxiété professionnelle, et là, on peut nous-mêmes devenir un agresseur ou un fraudeur parce qu'on veut se protéger. Donc, il faut réaliser qu'en tant qu'être humain, on est vulnérable et tout ce qui a bien fonctionné la première fois, on va le refaire. On est des êtres d'habitude. C'est ce qui est très dangereux parce que si vous souffrez d'anxiété, vous commettez un geste non éthique et qu'il n'y a aucune conséquence, vous allez le refaire malheureusement. Donc, ce que je veux dire aux gens, je veux les sensibiliser à dire, on n'a pas comme tel, il n'y a personne qui peut dire, moi, là, je ne serai jamais sujet à de la fraude, je ne serai jamais victime et j'en ferai jamais. Non. Mm. Vous pourrez probablement être victime de fraude si vous ne l'avez pas déjà été, et peut-être que vous allez y penser sérieusement lorsque vous allez être en situation d'anxiété de performance. Puis ce que j'ai trouvé ça assez amusant, plutôt quand on était en off, vous avez fait un petit parallèle vis-à-vis de ça. Est-ce que vous aimeriez le partager? Ah oui, c'est ça. Écoutez, tu sais, des fois, on va dire, ah, mais je l'ai fait, mais c'était juste une fois. Puis je vais le faire avec une fois, puis je ne le referai plus jamais. Je donne l'exemple, des fois, vous pourriez peut-être avoir un comportement, on va dire, d'infidélité. Vous dites, je vais le faire juste une fois, j'ai succombé à la tentation, je ne le referai plus jamais. Malheureusement, ça a été démontré, comme je disais, parce qu'on est des êtres d'habitude, votre première infidélité, vous allez la reproduire s'il n'y a pas eu de conséquences. Et par la suite, vous allez les reproduire. Et pour vous, ça ne deviendra plus de l'infidélité. Ça va juste devenir une façon différente d'agir. Ouais. Donc, c'est ce qui est dangereux. Moi, le one and done, j'ai pris de l'argent juste cette fois-ci parce que je n'avais besoin, mais je ne le ferai plus jamais. Il faut que tu aies une conséquence. Si je te dis OK, mais s'il te plaît, refais-les plus. Ouais, c'est comme Ben, tu vas peut-être le refaire parce que là, tu vas faire l'analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce que j'en ai retiré et qu'est-ce que ça a été l'impact pour moi? L'impact était plus faible que qu'est-ce que j'ai retiré. Parce que, en tant qu'être humain, c'est ça. Si vous faites une infidélité ou quoi que ce soit, vous allez avoir un sentiment qui va être très positif pour une période de temps. S'il n'y a pas de conséquences, ou si la conséquence est minime, vous allez dire, il me semble que j'ai eu plus de positif que de négatif, donc je vais, euh, mm, je vais le refaire. Et dans le monde des affaires, souvent, quand je dis aux gens, il ne faut pas prendre un dilemme éthique et convertir ça en une analyse coût-bénéfice. Si je ne respecte pas la règle, ça va me coûter combien? Mais en retour, je peux faire combien de profit en ne la respectant pas? ouais, c'est vrai, ça c'est une belle perspective. Il faut pas le prendre comme une Hein? analyse coût-bénéfice. C'est Non, de l'éthique, c'est de l'éthique, c'est comme ça et puis c'est tout. exactement. Ouais. Mais il y a des gens qui peuvent rationaliser du n'importe quoi. Je vais donner un petit exemple très court, mais j'ai un de mes amis qui est avocat à Toronto. C'est un avocat plaideur, il est très, très bon. À chaque fois qu'il vient à Ottawa, il stationne sa voiture devant le palais de justice, il va plaider, il ressort, Il y a une amende. contravention de 92 Puis l'autre fois, je lui disais, tu pourrais stationner ta voiture 3 rues plus à l'est et ça te coûterait 22 Tu payes 70 de trop. Non, mais je dis, de toute façon, c'est pas moi qui paye, c'est mon client. Je dis, oui, mais ton client pourrait sauver 70 Il dit, non, non, dis-moi, je fais ça pour son bien. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mon taux horaire, c'est 850 Si ça me prend plus que 9 minutes pour partir du stationnement, me rendre au palais de justice et de retourner au stationnement, ça a coûté plus cher à mon client. Donc, je fais ça pour son bien. Ça coûte moins cher de payer 70 d'extra que si je chargerais mon taux horaire pour m'être déplacé. Puis, mais je dis oui, mais ça ne peut pas fonctionner dans la société. La société ne tolère pas ça. Il dit oui, la société le tolère. Parce que je ne perds pas de points sur mon permis de conduire. Je paye seulement une contravention qui est un frais administratif. Donc, techniquement, je rentre dans une transaction administrative avec la ville d'Ottawa. Je viens faire une contribution de 92 à Ottawa chaque fois que je viens plaider. Oui, je l'ai dit, c'est un excellent plaideur. C'est Ah ce oui? danger. C'est cette personne qui peut vous dire, oui, mais c'est pas grave.
dans le fond, tu sais, si on parle de l'infidélité, Si jamais un oui, jour mais il se c'est pas passe quelque grave, chose, je veux cet t'étais pas avocat. heureux. Peut-être que ce petit écart de conduite va régler pour l'avenir. Non, c'est pas vrai. Faut pas aller là. Faut pas faire cette rationnel qui ne fait pas de sens. Ouais. Non, ça a l'air d'être un bon avocat en tout cas. Oui. Si jamais vous êtes mal pris, contactez-moi, je vais vous le référer. Ok, super. Mais je voulais revenir un peu sur un autre point, c'est que ben, on a couvert beaucoup de sujets aujourd'hui. Toutes vos passions, toutes vos expertises, vous avez accompli énormément de choses dans votre vie, que ce soit où est-ce que vous êtes parti, ce que vous avez transmis, parce que quand vous faites du conseil, ben, vous transmettez du coup des bonnes choses, vous avez un rôle dans le bien de la société et pour différentes entités. Est-ce que lorsque vous étiez jeune, vous vous attendiez à avoir accompli autant de choses de votre carrière? Et c'était quoi votre objectif dans la vie lorsque vous juste débutiez votre carrière? Écoutez, comme toute jeune personne, j'avais beaucoup, beaucoup de rêves d'avenir et j'avais beaucoup de passion. Je me rappelle, je travaillais dans une station-service. J'avais 18 ans et je m'en allais à l'université. Et à ce moment-là, mon collègue, lui, s'en allait pas à l'université. Puis le soir, on parlait souvent des philosophies là, de la vie. À 17 ans, tu veux refaire le monde aussi. Donc, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il m'avait dit, tu as vraiment une belle perception de la vie, tu as des belles valeurs, man. J'espère que je te revois dans 20 ans, tu vas avoir ces mêmes valeurs, ces mêmes perceptions encore. Je trouvais ça beau. Donc, j'étais dit, ah, c'est vrai. J'ai eu la chance, durant toute ma vie, j'ai fait plusieurs choses, comme vous avez mentionné, de vivre de mes passions. J'ai toujours eu extrêmement confiance en moi. J'ai toujours travaillé très fort. Et pour moi, c'était, je vais travailler sur ce qui me passionne. J'avais confiance, je ne doutais pas. Mais peu importe le succès que j'ai eu, c'est jamais moi qui en ai payé le prix. Tu vas dire, mais Marc, c'est toi qui étudies. Non, c'est ma conjointe, c'est ma fille, c'est eux qui, je n'étais pas là avec eux pour passer du temps, parce que moi, je vivais ma passion. Souvent, on regarde des gens qui ont accompli, qui ont beaucoup de médailles, et ainsi de suite, puis on dit, waouh, c'est quelqu'un à succès. Moi, je suis toujours, non, c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui lui ont permis d'avoir les succès qu'il a eus. Euh, Moi, en tant que directeur d'un programme d'MBA, je dis tout le temps, il faudrait que j'aille 2 diplômes pour chaque personne. Un diplôme pour la personne qui gradue et un diplôme pour le conjoint ou la conjointe qui a accompagné la personne dans ce cheminement. On, on est dans la période justement de convocation, les gens vont recevoir leur diplôme, puis on va tout applaudir beaucoup, 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 les gens. Et je me rappelle souvent quand moi je suis là, on me dit, ben, est-ce que je peux prendre une photo avec vous, Monsieur Tassé, vous avez été mon professeur, mon directeur, tu sais. Je dis non, c'est pas moi qui est important dans ta photo. Moi, je vais prendre la photo de toi et ta conjointe et de tes enfants parce que c'est eux le succès, c'est pas moi puis toi qui l'a eu. Tu sais, la photo, tu dis, je me rappelle de l'université, j'ai eu Marc comme professeur puis comme directeur. Non. Rappelle-toi que quand tu as fait ton bac, quand tu as fait ta maîtrise, tu avais un conjoint, une conjointe, des enfants qui, eux, ont manqué ton absence, qui, eux, ont dû vivre avec ton anxiété de performance. Ça, c'est important. Et moi, je trouve que trop souvent, on oublie les conjoints, conjointes. On devrait avoir un diplôme pour la personne, comme je dis, puis un diplôme, appelons ça un certificat d'attestation, comme quoi que tu étais capable d'endurer cette personne-là durant ses études. Parce qu'on est jamais, quand on est aux études, il y a tout un coup d'opportunité. Et l'opportunité, moi, je me rappelle, avec ma conjointe aimait faire beaucoup d'activités. J'en faisais pas beaucoup, j'étudiais, puis je réussissais. Mais dans le fond, qui payait le prix, c'est elle. C'est elle, dans le fond. Donc, moi, je veux vraiment conscientiser les gens à ça en disant, oui, on regarde d'autres personnes et on dit, waouh, quel beau succès. Mais si je parlerais aux conjoints, à conjointes, aux enfants, qu'est-ce qu'eux diraient? Parce qu'en réalité, tu sais, moi, aujourd'hui, je vous ai parlé pendant un certain temps de tous mes beaux accomplissements et mes belles façons de penser. Ce sera le fun d'avoir une deuxième entrevue avec quelqu'un qui était près de moi. Tu sais, ma fille qui est rendue aujourd'hui à 29 ans, qu'elle vous parle, c'est quoi d'avoir un père qui a beaucoup de succès? Je suis sûr qu'elle est contente de mes succès, mais je suis sûr qu'elle pourrait vous dire, il y a des fois, j'ai pas pu aller à on n'a pas été à certains endroits parce que mon père enseignait ou parce que mon père était pas là. Quand elle est venue à l'université, c'était pas facile pour elle d'aller à l'université où est-ce que ton père est professeur et que ton père te demande, dans la mesure du possible, dis pas que tu es ma fille parce que je veux pas créer de conflit d'intérêt puis je veux pas que les... Donc, c'est pas toujours évident. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont faciles, des choses qui sont moins faciles. Oui, puis vous avez eu la chance de vivre de votre passion, de Oui. vos nombreuses passions, pour que ce soit un étudiant ou quelqu'un qui a passé plus de 10 ans dans une même entreprise, à peu près comme vous, et qui a envie de
soit franchir ce cap de vivre de sa passion, ou bien qui est passionné par les mêmes sujets qu'on a mentionnés aujourd'hui, donc la fraude, Hein. l'éthique, le leadership, la gouvernance, tout ça. Soit quelqu'un qui partage les mêmes passions, en général quelqu'un qui partage une passion, ça serait quoi vraiment le conseil que vous donneriez à cette personne? Aie confiance en toi. Aie des rêves. Moi, je pense que quand quelqu'un perd de l'argent, tu deviens pauvre. Quand quelqu'un perd des amis, là, c'est vraiment encore plus triste que perdre de l'argent. Mais quand tu perds tes rêves, quand tu perds ta confiance en toi, là, tu as vraiment tout perdu. Moi, ce que je dirais à une personne, des fois, vous allez faire face à des difficultés. Gardez le cap sur ce qui vous passionne. Il n'y a rien de mal à changer d'idée. Dire, je pensais que je m'en allais comptable, j'ai décidé que je m'en allais gestionnaire. Adaptez-vous, mais essayez toujours de rechercher le bonheur, quelque chose qui vous passionne. Et ayez confiance en vous. Et souvent, mes étudiants, ceux qui aimaient le A, ils veulent un A dans tous les cours, je disais, écoutez, j'ai développé une petite règle que je leur dis toujours. C'est la règle des 5 A. Premièrement, tes aptitudes. As-tu tes aptitudes nécessaires pour faire ce que tu veux faire ou tu peux-tu travailler pour développer tes aptitudes? Deuxièmement, ton attitude. Est-ce que tu es motivé à faire ce travail-là? Est-ce que quand tu rentres travailler le matin, ça te tente? Tu as une attitude positive. Troisièmement, je dis toujours, c'est aussi ton niveau d'adaptabilité. Est-ce que tu es capable de t'adapter au changement? Parce qu'en 2025, là, ça change pas mal vite. Et je dis des fois aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention. Est-ce que l'anxiété pourrait venir t'affecter? Parce que l'anxiété, c'est du négatif. Est-ce que tu es capable de contrôler ton anxiété? Et lorsqu'on tient compte de tous ces fameux chiffres-là, ça Ça, vous c'est donne votre 4 et A à le la fin, cinquième? qui est le A à la fin. C'est la Ah, règle des 5 A. Donc, tu veux ton A, il faut que tu ailles les 4 premiers. Et, ok. et je vous dirais, ça habituellement, donc, tes aptitudes, ton attitude, ton niveau d'adaptabilité, mais tu soustrais. Si tu es un comptable, tu vas dire ton attitude plus tes aptitudes plus ton adaptabilité, moins ton anxiété, égale l'altitude de ton succès. Parce qu'en réalité, c'est ça, le fameux anxiété qui peut venir tout détruire. J'ai vu des gens, moi, qui étaient très brillants, mais malheureusement, quand ils souffraient d'anxiété, ils ne pouvaient pas réussir. Dans la salle de classe, beaucoup d'étudiants sortaient et disaient, ah, c'est ça la réponse. Je me disais toujours, pourquoi ils n'ont pas pensé dans la salle de classe? Parce que dans la salle de classe, ils étaient anxieux. Quand ils ont sorti, le stress était passé, les réponses sortaient. Donc, travaillez fort sur votre confiance en vous. Dites-vous, écoutez, j'ai confiance en moi. Si je suis là, c'est parce que je mérite ma place. Je vais performer. Oui. Puis si vous pouviez revenir des décennies en arrière et vous transmettre un message à Marc quand il avait 20 ans, qu'est-ce que vous vous diriez? Généralement, vis tes passions, c'est certain, mais garde à l'esprit qu'il y a toujours quelqu'un qui va payer le prix. Sois assez honnête pour parler ouvertement aux gens qui t'entourent de quelles sont tes passions. De dire à ta conjointe, à ton conjoint ou tes enfants, de leur dire, j'ai une possibilité d'avoir une promotion au sein de l'organisation, mais voici quels vont être les impacts. Oui, financièrement, on va avoir plus d'argent, on va pouvoir se promener, mais je vais travailler peut-être 60 heures semaine, je ne pourrai peut-être pas prendre les mêmes vacances que les voisins peuvent prendre, mais je vais être admiré. Il faut réaliser qu'à toute décision qu'on prend, il y a toujours un coût d'opportunité. Si c'est toi qui vas le payer, le coût d'opportunité, j'ai pas de problème. Si tu le fais payer par les autres, ça, je trouve ça difficile. Donc, je reviendrai au petit Marc de 40 ans passés, puis je dirais, tu as tellement de passion, tu es tellement passionné, fais certain d'être honnête et transparent avec les gens qui vont rentrer dans ta vie, parce que c'est eux qui vont devoir être à tes côtés. Et à tes côtés pour t'appuyer, mais qui vont aussi être à tes côtés pour payer le prix. Fais certain d'être honnête et transparent. Puis pour pouvoir suivre ce type de carrière ou vivre de ses passions et tout, est-ce que tu penses que c'est plus un profil rebelle qui cherche qui a assez confiance en lui, rebelle dans le sens où pas forcément être non éthique ou casser les codes, casser les règles plutôt, mais plus rebelle dans le sens où on veut pas faire comme tout le monde, on veut pas rentrer dans la masse et tout, ou bien plus quelqu'un qui est un peu plus militaire et suit vraiment les règles telles qu'elles sont. C'est quel type de profil tu penses? Je pense qu'il faut être discipliné, bien entendu. Il faut être motivé. Et il faut se rappeler de quelque chose. Souvent, ce qui nous restreint de faire certaines choses ou qui ne nous permet pas d'atteindre les succès qu'on voudrait, c'est parce qu'on veut plaire à tout prix.
Machiavel disait, mieux vaut être craint et respecté qu'être aimé et abusé. Oui. Et vous regarderez à chaque fois que vous êtes mis dans le trouble pour quelqu'un, vous avez un cordon éthique, vous vouliez protéger quelqu'un. Moi, j'ai fait ma carrière en disant, j'aime mieux être craint et respecté qu'être aimé et abusé. Et vous avez fini par être aimé et Ben, respecté. écoutez, je crois que, ben, oui, peut-être jusqu'à un certain point, ou du moins, on aime me respecter. Parce qu'on dit, Marc est quelqu'un qui requiert le respect, parce qu'autant qu'on le craint, il est juste et équitable. Quand tu disais tantôt, si je t'ai vu faire quelque chose qui n'est pas correct, je vais te le dire, je dois le signaler. En tant que professeur, je ne dirais pas, mais regarde, parce que tu es mon ami, je t'ai vu faire. Pour conclure là-dessus, j'ai une situation où est-ce que j'avais des étudiants qui me parlaient souvent à la pause, puis on développait un lien de conversation intéressant. Et une fois, quand je suis au retour de la pause, un de ces étudiants-là parlait et dérangeait totalement. Et je lui ai dit d'arrêter, que c'était inacceptable et de sortir. Et à la fin du cours, il nous voit, mais je pensais qu'on était des amis. Je pensais qu'on a développé une belle relation. Tu sais, je pensais pas que tu m'aurais traité comme ça. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis juste équitable. Oui, j'apprécie beaucoup les conversations que j'ai avec toi, comme que d'autres personnes que je ne sais même pas c'est quoi leur nom, mais si ce soit toi ou eux qui te dérangent, c'est la même conséquence. Puis je dis, en plus de ça, si tu penses vraiment que tu es mon ami, tu ne devrais pas parler quand je parle, justement. Donc, donc j'ai été clair, puis j'ai dit, j'applique la règle de la même façon à toi qu'aux autres. Puis il m'a respecté, et par la suite, euh, il a gradué, puis il m'a toujours dit merci beaucoup, parce que j'avais un besoin d'être aimé dans ma vie et de réseauter beaucoup avec les gens, mais je ne réalisais pas que de respecter les gens, c'est tout important. Et souvent, des fois, on compte le nombre de personnes qu'on a réseauté avec, qui font partie de notre entourage. Moi, je devrais plutôt dire, compte le nombre de personnes que toi tu respectes et qu'eux te respectent. Ça vaut beaucoup. Oui, c'est vrai. Puis pour finir, vraiment, juste Oui. mot de la fin, est-ce que il y a une valeur ou une citation, ou une personne ou quelque chose, une expérience en particulier qui vous a aidé pendant toute votre Bien, carrière? je vous dirais, Votre conjointe et votre fils? ben, Mais ça, c'est sûr. je vous dirais mon père. Mon père et ma mère. Et mon père, mes parents n'étaient pas des personnes qui avaient été à l'école longtemps. Et mon père me disait toujours, peu importe ce que tu vas faire, excusez-moi, c'est pas de nos parents, c'est de nous toucher. Il disait toujours, peu importe ce que tu vas faire, les diplômes que tu vas avoir, si jamais tu perds la dimension humaine, tu ne seras jamais rien. Et ça, je trouvais que c'était. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de Vous me souci. coupez au montage, c'est Non, nécessaire, mais c'est écoutez, correct. c'est honnête. Et mon père, c'est ce qu'il disait. Lui, il disait, peu importe le nombre de diplômes que tu as, faut que tu aies la dimension humaine. Il faut que tu sois capable de rencontrer les gens, de parler avec eux. Peu importe les diplômes que tu as, sois humain. Et je pense que si dans notre société, on peut être humain, on va avoir le succès auquel on a le droit. Ben, franchement, vous lui avez fait énormément honneur parce que même si mes interactions avec vous ben, elles ont été longues, mais dans le sens où elles ont été peu, dans le sens c'est notre deuxième interaction, mais je ressens énormément ce côté humain en vous et je pense que vous lui avez fait un très très bel honneur et vous avez très bien respecté et je suis sûre que vous avez fait ça tout au long de votre carrière, que c'est commencé dans la station de service avec cette personne qui vous dit que vous avez des valeurs remarquables jusqu'à aujourd'hui, comment vous venez en aide, que ce soit aux étudiants, aux toutes personnes qui vous entourent, comment vous êtes généreux, vous êtes chaleureux, vous êtes toujours envie de partager, donner en retour, vous avez ce côté très humain et franchement, ça me touche énormément. Donc, il vous a inculqué les très bonnes valeurs. Mais merci beaucoup, j'apprécie. Mais je vous remercie en tout cas pour tout cet épisode. Si on peut conclure un petit peu tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ben, on a parlé énormément de choses. On a parlé de votre parcours, de vos spécialisations, que ce soit là, les, la les inconduites Oui, corporatives, le leadership éthique, la gestion de la crise, la gestion de risques également. On a parlé d'énormément de choses et je vous remercie de venir partager avec nous notre passion aujourd'hui. Vous nous avez vraiment transmis ça et je vous remercie pour tous les conseils précieux que vous nous avez donnés et j'espère que vous avez pu apprécier l'épisode autant que moi ici j'ai pu l'apprécier. Merci beaucoup, Marc. merci beaucoup. Merci.